Imaginez que vous vous donnez corps et âme pour une entreprise pendant des années, et du jour au lendemain, vous êtes trahi. Remplacé non parce que vous avez échoué, mais parce que quelqu'un de plus proche du patron voulait votre place. Comment réagiriez-vous? Certains sombreraient dans l'amertume. D'autres, comme moi, transformeraient cette humiliation en leur plus grande revanche. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que 3 ans plus tard, nos rôles seraient inversés. Et ce retournement de situation allait choquer toute la ville. Je m'appelle Mathieu. À cette époque, j'avais seulement 27 ans, mais dans ma tête, je croyais encore que la loyauté, la dévotion et l'effort sincère finissaient toujours par être récompensés. Pendant 5 longues années, j'ai donné le meilleur de moi-même à cette entreprise. Je suis arrivé le premier, je suis parti le dernier. J'ai annulé des vacances en famille, raté des anniversaires, accepté sans broncher des critiques parfois brutales sous prétexte que c'était pour mon bien. Chaque projet que l'on me confiait, je l'exécutais avec un soin presque obsessionnel, pensant que, tôt ou tard, Monsieur Leroy, mon patron, verrait à quel point je me battais pour la réussite de l'entreprise. Je croyais, naïvement, que dans ce monde professionnel impitoyable, l'intégrité finirait par faire la différence. Cette illusion allait pourtant être détruite en quelques minutes dans une scène que je n'oublierai jamais. C'était un lundi matin, un de ces matins ordinaires où l'on croit que la routine va continuer, que les efforts fournis seront peut-être enfin reconnus. J'étais arrivé, comme toujours, un peu avant tout le monde, mon café encore brûlant à la main, des idées plein la tête pour le projet de développement que j'avais passé tout le week-end à peaufiner. Je n'avais pas vu venir la convocation rapide dans son bureau. Pas de sourire, pas de poignée de main, juste ce regard fuyant, froid, presque embarrassé. Monsieur Leroy, qui avait toujours été directif mais jamais cruel, ne daigna même pas me regarder dans les yeux. Sa voix, mécanique, m'annonça que l'entreprise devait évoluer, que mes compétences n'étaient plus alignées avec la nouvelle stratégie. 1 minute, peut-être 2, et c'était fini. Après 5 années de sacrifice, mon poste m'était retiré comme un vulgaire meuble déplacé d'un bureau. Mais le coup le plus dur n'était pas dans ces mots. Le véritable poignard fut planté quand j'appris, par des collègues en chuchotant dans les couloirs, que ma place avait été promise depuis des mois à un nouveau venu. Son neveu, tout juste diplômé, 0 expérience, mais le bon sang, le bon nom de famille. Je n'avais jamais eu la moindre chance. Ce n'était pas mon travail qui avait été jugé, c'était simplement mon absence de lien familial. J'étais devenu, sans m'en rendre compte, une pièce sacrifiable dans un jeu qui m'échappait complètement. En quittant ce bureau glacé, un carton misérable dans les bras, je ressentais un mélange écrasant de colère, de honte et de vide. J'avais cru au mérite. J'avais cru qu'en travaillant plus dur que les autres, je finirais par être indispensable. Mais ce matin-là, sous la lumière crue des néons du couloir désert, j'ai compris une vérité brutale. Personne n'est indispensable quand les liens du sang dictent les choix. Et pourtant, au milieu de ce naufrage intérieur, une petite voix persistait dans mon esprit. Elle me murmurait que ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce jour-là, dans ce couloir froid et silencieux, j'ai fait un vœu. Non pas de revenir un jour implorer qu'on me redonne ma place. Non, j'ai décidé que je reviendrais, en position de choisir. Que je bâtirais quelque chose d'assez grand pour que l'on ne puisse plus jamais m'ignorer, assez solide pour que même ceux qui m'avaient piétiné finissent par frapper à ma porte. Ce serment silencieux a brûlé en moi bien plus fort que toutes les humiliations. Ce n'était plus la reconnaissance que je cherchais. C'était la transformation. Ce jour-là, je suis sorti de cette entreprise comme un homme brisé en apparence. Mais en réalité, un feu nouveau s'était allumé en moi. Un feu qui allait tout changer. Ce qui est ironique, c'est que quelques mois avant ce fameux licenciement, alors que j'étais encore convaincu que ma place était définitivement chez Monsieur Leroy, une opportunité inattendue avait frappé à ma porte. Un ancien camarade d'université, Lucien, aujourd'hui ingénieur réputé dans le domaine de la tech, m'avait proposé de cofonder une start-up. L'idée était ambitieuse. Créer une plateforme numérique capable de connecter des petites entreprises locales à des solutions technologiques jusque-là réservées aux grandes multinationales. À l'époque, par fidélité aveugle envers mon employeur, j'avais poliment décliné, arguant que j'étais engagé dans un projet important et que je ne pouvais pas abandonner maintenant. Quelle ironie! Ce projet pour lequel j'avais sacrifié tant d'années venait d'être effacé d'un simple geste, sans même un regard. Lorsque je suis sorti, ce matin-là, avec mon carton de souvenirs sous le bras, cette proposition que j'avais repoussée avec tant de scrupules m'est revenue à l'esprit comme un écho moqueur. Je n'avais plus rien à perdre. Amer, blessé mais déterminé à prouver que ma valeur ne dépendait pas de caprices familiaux, j'ai repris contact avec Lucien. À ma grande surprise, l'idée n'était pas morte. Mieux encore,
Durant mon absence, lui et un petit groupe d'anciens collègues motivés avaient continué à raffiner le concept. Enthousiasmé par cette seconde chance, j'ai plongé tête baissée dans l'aventure. Les premiers mois furent un véritable chaos. Nous n'avions ni locaux fixes, ni budget conséquent, ni certitude. Nous travaillions dans de minuscules cafés, sur des bancs de parc ou entassés dans le salon de Lucien. Chaque jour, de nouvelles déconvenues, logiciels instables, investisseurs qui nous riaient au nez, première campagne marketing qui sombrait dans l'indifférence totale. Pourtant, au fond de moi, quelque chose avait changé. Chaque refus, chaque humiliation, chaque erreur me rappelait le matin de mon licenciement. Chaque humiliation subie n'était plus une blessure, mais un carburant. Mon amertume, mon envie de revanche, ma détermination silencieuse à devenir inarrêtable me propulsaient, chaque jour un peu plus loin. Petit à petit, l'impossible a commencé à devenir tangible. Un premier contrat décroché, puis un deuxième, un client satisfait qui en amène un autre. Notre plateforme commença à se forger une réputation discrète mais solide dans un marché saturé. Nous avions trouvé notre niche. Nous ne vendions pas seulement des solutions technologiques. Nous offrions aux petites entreprises la chance de rivaliser avec les géants. Nous leur donnions ce que moi, autrefois, on m'avait refusé, une chance équitable. 3 ans plus tard, notre start-up était devenue l'une des références dans le secteur des services numériques. Nous avions ouvert des bureaux dans 3 villes, recruté des dizaines de talents, et notre chiffre d'affaires explosait de manière exponentielle. Chaque matin, en voyant notre logo sur les panneaux publicitaires, je ressentais une fierté froide, intense. Pas de triomphalisme, juste la certitude tranquille que j'avais transformé mon humiliation en victoire. Et c'est dans ce tourbillon de succès, alors que nous lancions une campagne massive de recrutement pour soutenir notre croissance, que le passé est revenu frapper à la porte. Parmi des centaines de CV anonymes filtrés par notre service RH, un nom surgit, comme un fantôme du passé, Monsieur Leroy. Non, pas son neveu, pas un homonyme. C'était bien lui. Lui, mon ancien patron, mon bourreau silencieux, mon premier grand désenchantement professionnel. Il cherchait un poste de consultant. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Puis j'ai souri. Je savais, au fond de moi, que l'histoire n'était pas encore terminée. Ce simple CV, froidement attaché à un email standard, marquait un point de bascule. Un renversement que ni lui, ni moi n'aurions pu imaginer 3 ans plus tôt. Car si autrefois, c'était lui qui avait eu le pouvoir de décider de mon sort, aujourd'hui, c'était moi qui avais le pouvoir de changer le sien. Mais je savais aussi que cette revanche ne devait pas être aussi mesquine que son geste l'avait été. Quelque chose de bien plus grand m'attendait. La vraie question n'était pas de savoir si je devais l'engager, mais comment transformer cette rencontre en la leçon ultime. Car parfois, les meilleures victoires ne se crient pas. Elles se savourent lentement, en silence, sous le regard de ceux qui n'ont jamais cru en vous. Selon Clara Montagne, éminente spécialiste en psychologie du travail reconnue dans toute l'Europe, les trahisons professionnelles, lorsqu'elles sont correctement sublimées, deviennent des leviers puissants de réussite. La douleur sociale active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique, provoquant une réaction biologique de survie. Mais chez certains, cette douleur devient un moteur surpuissant de transformation personnelle. Cette idée, longtemps observée dans les sphères du développement personnel, trouve un écho particulièrement frappant dans le monde de l'entrepreneuriat moderne. Dans les cercles fermés des créateurs de start-up, il existe même une expression presque mythique, la loi de la revanche silencieuse. Une règle non écrite qui affirme que les plus grandes innovations, les révolutions silencieuses qui transforment des marchés entiers, naissent souvent d'une blessure, d'une humiliation, d'un rejet. Dans un rapport interne confidentiel du think tank Nouvelle Génération Business, on apprend que plus de 68% des fondateurs de start-up ayant levé plus de 10 millions d'euros avaient vécu, au moins une fois dans leur parcours professionnel, une expérience de rejet brutal. Ils ne se sont pas contentés de passer à autre chose. Non, ils ont métabolisé leur humiliation en énergie froide, méthodique, chirurgicale. La revanche silencieuse n'est pas une explosion de colère. C'est un feu couvant, alimenté par le désir de prouver non pas aux autres, mais à soi-même que l'on mérite mieux, que l'on peut renverser l'ordre établi sans même hausser la voix. Dans un podcast privé, réservé aux alumni de grandes écoles de commerce, Pierre Lemoine, ancien investisseur chez Capital First Venture, explique: le plus grand indicateur de réussite chez un jeune entrepreneur n'est pas son QI, ni même son expérience. C'est sa capacité à transformer un échec personnel en moteur stratégique. Ceux qui arrivent avec une cicatrice cachée, avec une histoire de revanche personnelle, sont souvent les plus dangereux et les plus brillants. Ils n'abandonnent jamais, parce qu'ils ne se battent pas seulement pour réussir.
Ils se battent pour réécrire leur propre histoire. En y repensant, je réalisais que, sans en avoir conscience, je suivais exactement ces choses. Chaque décision que nous prenions, chaque stratégie que nous appliquions dans la start-up, chaque risque que nous étions, tout cela portait l'empreinte d'un jour le matin où M. Leroy a décidé un arrêt de mort professionnelle. Mon ambition n'était pas d'alimenter un manque de richesse et de reconnaissance publique. Non, mon carburant était bien plus personnel, plus intime. Il s'agissait de restaurer ma propre autorité, de récupérer le pouvoir qu'on m'avait arraché sans ménagement. Sans cette blessure originelle, peut-être serais-je resté ce salarié fidèle, discret, travaillant dans l'ombre d'autres ambitions que les miennes. Dans les coulisses du monde entrepreneurial, ce phénomène porte un autre nom encore plus cru, le syndrome du phénix. À l'image de l'oiseau mythologique qui renaît de ses cendres, certains professionnels, brisés par une injustice ou une trahison, parviennent à se reconstruire plus grand, plus fort, plus libre. Ce processus, cependant, est long, douloureux et exige une discipline mentale presque surhumaine. Il ne s'agit pas de se plaindre, ni même de se venger activement. Il s'agit de bâtir, pierre après pierre, une forteresse intérieure qui finit par devenir visible aux yeux du monde entier. Et pendant que M. Leroy déposait son CV, espérant une seconde chance dans une entreprise qu'il pensait inconnue, il ignorait qu'il frappait à la porte d'une forteresse qu'il avait lui-même contribué, sans le vouloir, à ériger. Il n'imaginait pas que derrière l'adresse email anodine, derrière l'offre d'emploi lambda, se trouvait la main visible d'un ancien subordonné qu'il avait sacrifié pour un neveu inexpérimenté. Il n'avait pas la moindre idée que, pendant 3 longues années, j'avais travaillé en silence, chaque ligne de code, chaque contrat signé. Chaque nuit blanche passée à construire cette entreprise portait la marque indélébile de notre histoire commune. Il existe une dernière règle non écrite dans le monde des bâtisseurs silencieux. On ne se vend jamais mieux que par l'indifférence. Une règle que j'allais m'efforcer d'appliquer à la perfection. Car, désormais, l'enjeu n'était plus de faire payer M. Leroy. L'enjeu était de lui offrir une place, mais à mes conditions. De lui rappeler, sans un mot, que ce que l'on croit faible peut devenir les architectes de votre avenir ou de votre chute. Le jour où je l'ai vu franchir timidement la porte vitrée de notre bureau de recrutement, je ressentis une étrange vibration au creux de l'estomac. C'était comme si le passé entier, avec son poids, ses blessures et ses serments silencieux, s'était matérialisé en une seule personne, à quelques mètres de moi. Il portait une veste légèrement élimée, des chaussures usées, et ce fameux regard mi-arrogant, mi-anxieux, incapable de cacher entièrement la peur de l'inconnu. Ce même regard qui, 3 ans plus tôt, m'avait transpercé sans pitié tandis qu'il m'annonçait froidement que je n'étais plus aligné avec la vision de l'entreprise. Cette fois, pourtant, la scène était inversée, et il ne le savait même pas encore. Avait-il reconnu mon nom, gravé en lettres élégantes à l'entrée du bâtiment, le nom qu'il avait jadis négligé comme on balait la poussière d'une étagère? Ou bien, par une ironie magnifique du destin, était-il totalement aveugle à l'identité de celui qui l'accueillerait aujourd'hui? Cette incertitude flottait dans l'air comme une tension électrique. Chaque pas qu'il faisait dans notre hall d'accueil résonnait pour moi comme un rappel du chemin parcouru. Je revoyais, en éclairs brutaux, le carton sous mon bras, les regards fuyants de mes collègues, le claquement sous de la porte se refermant derrière moi. Mais aujourd'hui, c'était moi qui contrôlais la scène, moi qui décidais du scénario. Je l'observais derrière la vitre sans teint de la salle d'entretien, notant chaque détail. Sa chemise trop grande, ses doigts nerveusement entrelacés, son regard qui glissait sur les murs immaculés de notre start-up florissante, sans deviner qu'il était dans l'antre même de celui qu'il avait autrefois écarté sans un frisson de remords. Il feuilletait distraitement un portfolio de l'entreprise, ignorant qu'il tenait entre ses mains des années de sueur, d'échecs surmontés, de nuits passées à coder et à négocier. Ignorant qu'il lisait l'histoire d'une revanche patiente et silencieuse, écrite lettre par celui qu'il avait tenté d'effacer. C'était comme si le destin lui-même m'avait tendu cette scène sur un plateau. Et pourtant, je n'avais pas l'intention de me contenter d'un plaisir éphémère. Non, mon plan était bien plus subtil. Parce que dans l'univers de la revanche silencieuse, la véritable victoire n'est pas de rabaisser l'autre, mais de lui tendre une main, une fausse compassion, pour lui rappeler sans un mot la distance désormais infranchissable qui nous sépare. Ce que j'allais lui proposer allait l'anesthésier. Un poste subalterne, loin de ses ambitions d'antan, sans pouvoir, sans prestige. Exactement l'inverse de ce que son ego pouvait supporter. Un poste où chaque jour serait pour lui un rappel, vivant de ce qu'il avait perdu. Le plus ironique, c'était que je n'avais pas besoin de lever la voix, ni de prononcer un seul reproche. Chaque détail autour de nous, la modernité du lieu, l'énergie palpable de mes jeunes équipes, l'effervescence des idées nouvelles, serait un miroir cruel tendu à son passé figé.
En une fraction de seconde, il comprendrait. Pas besoin d'explication. Pas besoin de vengeance criée haut et fort. Juste un geste simple, maîtrisé, pour qu'il voie, qu'il ressente, qu'il mesure. Cette douce cruauté était la plus juste des justices. Et pendant que je peaufinais mentalement l'entretien, une pensée me traversa furtivement. Comment aurait-il réagi s'il avait su, 3 ans plus tôt, que le petit employé docile qu'il avait sacrifié deviendrait son futur employeur? Aurait-il hésité? Aurait-il tendu la main différemment? Peut-être pas, car ceux qui méprisent les autres par facilité ne voient jamais le potentiel des cicatrices qu'ils infligent. Ils oublient que les plus grandes histoires naissent souvent du mépris et de l'indifférence. Le moment approchait. Mon assistante l'appelait d'une voix polie. Il se leva, lissa son pantalon froissé et prit une profonde inspiration avant de franchir la dernière porte. Celle derrière laquelle attendait non seulement un entretien, mais un rappel cinglant que certaines erreurs du passé n'oublient jamais. Et moi, assis derrière mon bureau, le regard calme et brûlant intérieurement, j'étais prêt à lui offrir bien plus qu'un emploi. J'étais prêt à lui offrir une leçon que même le temps n'effacerait pas. Au lieu de le rejeter comme il l'avait fait avec moi, brutalement, sans même un regard, je lui ai tendu une main faussement compatissante. Non pas par grandeur d'âme, loin de là, mais parce que je savais au fond de moi que sa simple présence allait nourrir une leçon bien plus douloureuse que n'importe quel rejet. Il serait là, chaque jour, confronté à la réussite de celui qu'il avait méprisé. Il verrait, sentirait, respirerait l'évolution qu'il avait autrefois jugée impossible. Cette victoire silencieuse, cette domination sans éclat, c'était la revanche la plus raffinée que je pouvais espérer. Et, ironie suprême, il accepta mon offre sans poser la moindre question, aveugle au piège élégant qui venait de se refermer sur lui. Chaque matin, je le croise dans les couloirs lumineux de notre siège social, vêtu de chemises bon marché, tentant maladroitement de se fondre dans la dynamique de notre jeune équipe. Chaque geste trahit son malaise, chaque sourire forcé révèle une lutte intérieure qu'il tente désespérément de masquer. Dans ces instants, je ressens quelque chose de plus grand que la satisfaction, une gratitude froide et pure. Sans cette trahison brutale, sans cette humiliation cuisante de ce matin-là, jamais je n'aurais eu la rage nécessaire pour bâtir cet empire. C'est sa trahison qui a allumé le feu sous mes pas. C'est son mépris qui m'a donné des ailes. Ironiquement, il est devenu sans le savoir l'un des piliers invisibles de mon succès. Mais ce que M. le Roi ignore encore, c'est que son contrat n'est que temporaire. Une mission limitée, un sursis maquillé en opportunité. Dans quelques semaines, son évaluation finale aura lieu. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un regard fuyant ou une phrase toute faite qui décidera de son avenir. Ce sera moi. Et j'ai soigneusement préparé ce moment. Parce que la véritable puissance, celle que l'on ne crie pas sur les toits, réside dans le contrôle du destin de ceux qui ont tenté de piétiner le vôtre. Il est venu chercher une seconde chance. Il trouvera une vérité beaucoup plus cruelle. En réalité, il n'a jamais vraiment compris la profondeur de son erreur. Pour lui, je n'étais qu'un employé remplaçable parmi tant d'autres, une variable dans son équation de pouvoir familial. Mais pour moi, ce moment fut une renaissance. Ce qu'il croyait être une élimination fut, en fait, une libération. Et aujourd'hui, alors qu'il s'affaire à exécuter des tâches ingrates, pendant que moi je signe des contrats internationaux et discute avec des investisseurs de haut niveau, l'ironie est totale. Son passé de dirigeant est devenu un lointain mirage, une illusion fanée que personne ici ne connaît, sauf moi. Mais la vraie question est, vais-je lui laisser une dernière étincelle d'espoir, une illusion de possible rédemption, ou vais-je, au moment décisif, éteindre définitivement cette lumière fragile qu'il tente encore d'entretenir? Croyez-moi, la décision est déjà prise. Ce que je lui réserve est bien plus marquant que n'importe quel renvoi. Ce sera une leçon gravée, une signature silencieuse de tout ce qu'il a perdu. Et vous, êtes-vous prêt à découvrir comment tout cela va se terminer? Ce n'est que le début.